Bonjour à tous, merci de nous choisir chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage. Vous êtes sur New World Info. Bonjour à vous Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. On va parler de cette visite du président israélien en France jeudi. C'est sa première visite en France depuis son retour au pouvoir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou effectuera une visite officielle en France où il va rencontrer le président français Emmanuel Macron ce jeudi, a indiqué son bureau dans un entretien, dans un communiqué, j'allais dire. Mamadou Diouf, quels sont les enjeux de cette rencontre entre le chef de l'exécutif français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? Il y a plusieurs enjeux dans cette visite. Le premier enjeu concerne Israël lui-même, et en particulier même, je dirais, Netanyahou, qui, comme on l'a vu, quand il est revenu au pouvoir, vous avez vu les énormes manifestations au niveau d'Israël où les gens dénonçaient sa coalition avec l'extrême droite, sa coalition avec les juifs ultra-orthodoxes plutôt. Les gens dénonçaient également le fait que lui-même soit revenu au pouvoir alors qu'il traînait des casseroles. Il n'a pas encore été jugé et le statut de Premier ministre lui accorde à nouveau une certaine immunité. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se donner une certaine posture sur le plan international parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de contestations par rapport à son retour au pouvoir. Un autre élément, son arrivée au pouvoir a amené les gens à se reposer des questions sur la relation Israël-Palestine, puisque son prédécesseur avait une attitude qui était très différente de l'attitude de Netanyahou que tout le monde connaît par rapport à la Palestine. Lui, c'est presque la négation de l'existence de l'État palestinien, alors que tout le monde connaît les résolutions des Nations Unies à la matière qui ne sont jamais respectées par l'État d'Israël. Donc il y a ce travail à faire parce qu'il est obligé de rassurer à l'intérieur, il est obligé également de rassurer la communauté internationale, puisqu'il a fait déjà plus de 10 ans au poste de Premier ministre, particulièrement entre 2009 pratiquement et 2021, mais tout le monde a vu ce qui s'est passé pendant cette période. Pour la France, ça sera peut-être l'occasion pour redonner cette position qui est toujours restée particulièrement floue sur cette affaire. Quand je dis flou, plusieurs fois, des gens ont voulu manifester en France pour soutenir le peuple palestinien. Régulièrement, ces manifestations ont été interdites. On n'a pas donné aux gens la possibilité de manifester en France pour soutenir le peuple palestinien, alors que vous voyez les manifestations pour soutenir l'Ukraine, vous voyez des manifestations pour soutenir tout le monde. Quand il s'agit de la Palestine, c'est une interdiction qui est catégorique. Maintenant, pour Macron, il y a cet aspect relations internationales, il y a des relations entre la France et Israël qui datent de fort longtemps. Bon, le lobby juif, il n'existe pas en Israël seulement, aux États-Unis seulement, il existe également en France. Et Macron est obligé de ménager ces gens. On a vu tout le temps les candidats à l'élection présidentielle aller rencontrer le CRIF pour pouvoir donner leur position, les rassurer, entre guillemets. La présence de Netanyahou rentrera également dans ce cadre pour ce qui concerne la France. Il y a un élément supplémentaire qui s'y ajoute, qui ne faisait pas partie de la visite, c'est la violence actuellement au niveau des territoires palestiniens, qui sera nécessairement à l'ordre du jour. Comme vous l'aviez dit, l'annonce de cette visite prévue jusqu'au 4 février intervient alors que les violences israélo-palestiniennes se sont accrues ces derniers temps. Ils vont discuter de cela. Est-ce que des solutions seront proposées à l'Élysée? Ça va être difficile parce que quand vous regardez ce qui se passe, Israël a bombardé, il y a eu des morts, 9. Si vous avez suivi ce qu'on peut appeler les réactions internationales, on demande à Israël d'être modéré, c'est-à-dire tuer, mais pas trop, quoi, parce qu'il faut parler en français facile. Et ça a toujours été comme ça. Regardez quand on a tué des Israéliens, les condamnations sont catégoriques, les mots sont choisis. C'est une tuerie barbare. Même le secrétaire général de l'ONU a parlé, oui, Antonio Guterres. Mais ça pose un problème. En quoi la vie d'un Israélien vaut plus que la vie d'un Palestinien? Vous voulez dire qu'on prend parti, sans doute. Mais c'est clair. C'est clair. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure même de position floue de la France, parce que quand on tue les Palestiniens, quand tu regardes
la réaction de la France, quand tu regardes la réaction de la France quand on tue un Israélien, mais la différence, elle est nette. Il n'y a même pas besoin de faire une analyse ou quoi que ce soit pour voir le parti pris. Mais il y a pire. Au niveau des Nations Unies, tout comme au niveau de l'Union africaine, quand un peuple se bat pour sa liberté, mais on les considère comme des freedom fighters. On les considère comme des gens qui luttent pour leur liberté. Le principe, les Nations Unies doivent les soutenir, l'Union africaine doit les soutenir et c'est écrit dans les textes. Qui soutient la Palestine? Personne. C'est ça la vérité. Pire, ces gens-là qui luttent pour leur liberté, Israël veut coûte que coûte les présenter comme des terroristes. Et malheureusement, certains prennent un peu le schéma d'Israël en les présentant comme des terroristes. Mais regardez les bilans en termes de morts, regardez les colonies qu'on vient implanter de façon sauvage dans le territoire palestinien qui a été reconnu par les Nations Unies comme faisant partie du territoire palestinien, alors que même là où se trouve Israël fait partie de la Palestine, puisque c'est l'ONU qui avait décidé de ce partage en 1947 et n'a pas pris ses responsabilités. Mais ça fait que finalement, comment ces gens vont pouvoir proposer une solution que les Palestiniens vont pouvoir considérer comme une solution acceptable alors que leur prise de parti par rapport à Israël est extrêmement claire. Il n'y a pas longtemps, le secrétaire d'État américain Blinken était là-bas. Tony Blinken. Mais il va dire quoi aux Palestiniens? Mais absolument rien. Le soutien américain par rapport à Israël est plus clair même que le soutien de la France. On bloque toutes les résolutions au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner Israël. Mais quand vous venez dire aux Palestiniens on va faire de la médiation, par respect, on vous reçoit, de façon diplomatique, on vous reçoit, mais il n'y a pas grand monde pour croire que la France, l'Angleterre, les États-Unis, c'est par eux que la solution passera. S'ils ont quelque chose à faire, c'est de faire pression sur Israël pour que Israël respecte les résolutions internationales. Mais dernière chose qui montre cette hypocrisie, regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Regardez l'attitude que les gens ont. On donne des armes à l'Ukraine. On donne de l'argent à l'Ukraine. On soutient les populations. Et les Palestiniens, qui luttent également pour leur propre territoire. Mais il y a une question géopolitique là-bas. L'Ukraine par rapport à l'Union soviétique, à la Russie, pour l'OTAN, c'est un peu comme Israël également par rapport à ce monde arabe et par rapport à l'Iran, pour un certain nombre de puissances occidentales qui considèrent que c'est la dernière chose sûre que nous avons dans cet espace. Si nous perdons cet Israël-là, on n'a plus pied dans cette zone plutôt arabe avec l'Iran à côté. Vous avez tous ces éléments qui rentrent en jeu et les analystes ne se trompent pas. Les Palestiniens subissent depuis plus de 70 ans, c'est-à-dire pratiquement 3 générations, une injustice à laquelle la communauté internationale a participé, puisque c'est eux qui ont décidé de créer les 2 États, et à laquelle également la communauté internationale est là, on tue les Palestiniens, on les exile, on fait du tout, il y a des résolutions qui demandent le retour des Palestiniens sur leur terre. Absolument rien n'est fait contre Israël. Même pas le petit doigt n'est levé par aucun de ces États. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure dans votre développement, Benjamin Netanyahou revient au pouvoir. Il était au pouvoir, on se souvient, entre 2009 et 2021, à la tête d'une coalition, de droite, d'extrême droite et de juifs ultra-orthodoxes. Est-ce que c'est cette coalition qui divise aujourd'hui en Israël ou bien c'est la personne de Netanyahou? C'est les deux. Il y a la personne de Netanyahou, puisque si vous vous rappelez, pendant qu'il était en ballottage lors des élections précédentes, pas celle-ci, tout le monde disait qu'il ne faut pas qu'il revienne parce que s'il redevient Premier ministre, il récupère son immunité alors qu'il y avait des poursuites qui avaient été entamées contre lui. De sorte même qu'il avait essayé de tout faire pour avoir une coalition, il n'avait pas réussi à pouvoir former un gouvernement. Et les gens disaient maintenant il va falloir que les poursuites se fassent parce que le monsieur est protégé par son poste de Premier ministre. Il est poursuivi sur plusieurs choses. Donc, il y a sa personne qui pose problème parce qu'il y a des poursuites contre lui et il y a des Israéliens qui considèrent qu'il ne mérite plus d'être le Premier ministre. Il y a sa posture par rapport à la question palestinienne qui fait que ceux qui sont partisans, parce qu'on l'oublie quand on dit Israël, quand on dit les Juifs, parfois les gens prennent tout Israël pour jeter dans la mer. Mais j'ai dit tout à l'heure que des Israéliens ont manifesté contre Netanyahou. Et une des raisons de la manifestation, c'est qu'avec Netanyahou, il n'y aura pas de solution avec les Palestiniens, on va vers l'affrontement. Mais vous avez des Israéliens qui résident en Israël,
qui manifestent pour réclamer la création d'un État palestinien. Et ce n'est pas du tout la posture de Netanyahou. Donc ça fait que l'individu pose problème sur ce plan-là, avec ces casseroles qu'il traîne, mais il pose problème également dans la conjoncture actuelle où beaucoup d'Israéliens considèrent que ça suffit, il faut qu'on arrête avec cette guerre. Mais la coalition également pose problème. Parce que si on n'est pas d'accord avec la posture de Netanyahou, mais on ne peut pas être d'accord avec la posture de l'extrême droite israélienne, encore moins avec la posture de ces juifs ultra-orthodoxes, qui, eux, nient l'existence de l'État palestinien. Vous les voyez porter les armes et tout, tuer les Palestiniens dans les zones où ils sont venus s'implanter sur le territoire palestinien au nom de leur sécurité. Le Palestinien qui bouge et ils ne sont pas tranquilles, on le tue. Après, rien ne suit en termes d'enquête, de justice par rapport à la personne, absolument rien. Mais s'il s'allie avec ces gens, mais s'il part en France discuter avec le président Macron, mais je me demande qu'est-ce que le président Macron va pouvoir faire comme proposition, parce qu'il n'a pas été capable d'être Premier ministre sans l'appui de l'extrême droite et de ces juifs ultra-orthodoxes, alors que tout le monde connaît la position de ces gens. On a vu le débat sur un parmi leurs ténors, on en a parlé ici avant les élections, est-ce qu'il pourra être ministre ou pas, comme on lui l'avait promis, parce que lui également, il avait des déboires avec la justice pour des questions d'impôts et autres, mais finalement, il a forcé, il l'a mis au pouvoir, mais le résultat, c'est qu'il a été obligé de le démettre de son poste de ministre, puisque la justice a dit non, lui, il ne peut pas être ministre, il a déjà été condamné, ce qui n'est pas encore le cas de Netanyahou, qui profite encore de sa protection en tant que Premier ministre. Est-ce que cette visite au palais de l'Élysée va changer quelque chose dans la politique intérieure de Benjamin Netanyahou et surtout dans cette question entre l'Israël et la Palestine? Franchement, je ne crois pas. Certainement, le président Macron va, comme on le voit toujours dans les couloirs, dans ce genre de situation, poser le problème de la Palestine. Puisque, comme je l'ai dit, il y a le contexte qui l'impose actuellement, puisque avec les dernières tueries d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas passer sous silence cette affaire. Mais je ne vois pas la France, parce qu'on ne l'a jamais vu la France le faire jusqu'à aujourd'hui, peser sur la balance pour demander à Israël de changer de politique. La deuxième chose, le président Macron va s'adresser au Premier ministre Netanyahou, mais Netanyahou ne gouverne pas seul. Il y a certaines positions, il ne peut pas les prendre tout seul au risque de voir la coalition sauter. Et il en a déjà fait l'expérience. Ce n'est pas la première fois qu'il s'allie avec l'extrême droite ou avec les juifs ultra-orthodoxes. Et à chaque fois, ce sont ce genre de questions qui ont fait sauter la coalition. Il perd sa majorité au niveau de l'Assemblée. On organise à nouveau des élections parce que ces gens ont des positions extrêmement fermes sur un certain nombre d'aspects qui ne sont pas acceptés par la communauté internationale. Je prends le cas de Jérusalem qu'ils considèrent comme la capitale éternelle d'Israël pour les citer, alors que ce que la communauté internationale dit, c'est le contraire. Alors, les violences, on parlait de cela, elles font craindre un nouvel engrenage et les appels se multiplient partout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers la paix dans ce coin du monde? Mais on n'a qu'à faire en Palestine ce qu'on a fait dans tous les pays qui luttent pour leur indépendance. Et on ne doit même plus parler de lutte pour leur indépendance parce que c'est comme si les gens oublient l'histoire. C'est en 1947 qu'il a été décidé de créer un État arabe et un État palestinien. Si on rappelle l'histoire, la Palestine avait été confiée à l'Angleterre sous la forme d'un mandat. Comme le Togo avait été confié à la France sous la forme d'un mandat. Les mandats étaient distingués en mandat A, B, c'est-à-dire des pays qui doivent aller immédiatement à l'indépendance et des pays qui doivent attendre un peu avant d'aller à l'indépendance. La Palestine faisait partie des pays qu'il fallait mener directement à l'indépendance. Si je prends le cas du Togo, le Togo, on considérait que ça pouvait encore attendre. Aujourd'hui, le Togo fête plus de 60 ans d'indépendance. La Palestine n'existe pas encore pour fêter une indépendance. Parce que quand on parle du président palestinien, on exagère, c'est plutôt le président de l'autorité palestinienne. L'État palestinien en tant que tel n'existe pas au niveau des relations internationales. Mais c'est un sérieux problème. Ce sont les Nations Unies qui ont décidé de créer deux États. Mais qu'est-ce que les Nations Unies attendent pour la création effective de ce deuxième État? C'est la première chose. La deuxième chose, on nous envoie des forces au Mali, on nous envoie des forces en République centrafricaine, on envoie des forces partout.
Mais pourquoi ne pas envoyer également des forces au niveau de la Palestine? Pourquoi ne pas protéger l'espace aérien palestinien pour empêcher aux Israéliens de bombarder comme ils avaient dit qu'ils le faisaient avec Kadhafi, et finalement on a vu que l'objectif dépassait la protection de l'espace aérien, etc. Mais c'est pourquoi je parlais d'hypocrisie, d'injustice dans cette affaire où les Palestiniens sont laissés à eux-mêmes devant Israël, et quand ces gens réagissent, on les considère comme des terroristes, alors que l'expression qu'il fallait utiliser, c'est des résistants. C'est des gens qui résistent. Ce n'est pas des gens qui prennent l'offensive, c'est des gens qui résistent devant une occupation, c'est des gens qui résistent devant des gens qui continuent encore à grignoter leur part de terre au niveau de la Palestine, alors que ce grignotage est là depuis avant 1967 jusqu'à aujourd'hui, de sorte que quand vous retrouvez la carte qui avait été dessinée par l'ONU pour partager les territoires et la réalité aujourd'hui de la carte de la présence d'Israël dans ces zones, mais vous allez vous rendre compte qu'il ne reste que la portion congrue pour les Palestiniens. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que cette guerre sans cesse entre l'Israël et puis la Palestine, cette guerre ne divise pas le monde entier, le monde arabe et les autres? Mais la guerre divise, mais le problème c'est que quand vous allez dans le monde arabe, vous avez une dichotomie. Vous avez les pouvoirs qui ont tendance actuellement à renouer avec Israël, avec le travail qui a été fait par l'ancien président Trump, qui a accepté d'échanger les relations internationales contre plein de choses. On a vu le Soudan, le Maroc, les Émirats arabes unis, etc. On a parlé de tout ça ici. Quand vous allez au niveau des populations même, toutes ces populations soutiennent totalement la Palestine. Ce qui veut dire que quand ces États parlent de façon officielle, ce qu'ils disent n'a absolument rien à voir avec ce que leurs populations disent. Ce qu'ils disent n'engage en rien leur population, puisque ces populations sont souvent prêtes même à aller en Palestine pour se battre. Mais malheureusement, le discours officiel est tenu par ceux qui sont au devant. On a l'impression qu'on est en train d'aller vers une normalisation. L'expérience de l'Égypte l'a montré. Quand, comment s'appelle le parti là encore, le nom est en train de m'échapper. Oui, quand les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte, mais on a vu ce qui s'est passé. Immédiatement, les Égyptiens sont allés pour dire qu'il faut fermer l'ambassade d'Israël au niveau du Caire. Alors que tout le monde sait que le Caire joue un rôle important tout le temps quand il y a un conflit entre les deux pays. Mais c'est parce que le régime avait changé. Il y avait la possibilité pour la population d'exprimer ces désaccords. Mais quand le régime a changé à nouveau, il n'y a plus d'expression de ces désaccords parce qu'on ne permet pas aux populations d'exprimer leur soutien à la Palestine, encore moins d'aller les soutenir. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière on reçoit les représentants de Cher Togo.